Уважаемые граждане России, дорогие друзья, ситуация на Донбассе вновь приобрела критический, острый характер. Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. En reconnaissant l'indépendance de ces deux républiques séparatistes, 3 jours avant le début de son invasion de toute l'Ukraine, Vladimir Poutine met un terme à 8 ans de négociations autour du conflit au Donbass. Une guerre avant la guerre, longtemps oubliée, mais qui ravageait cette région de l'Est de l'Ukraine depuis 2014. On cherchait une solution diplomatique. Poutine aurait pu l'obtenir s'il avait voulu. En réalité, il voulait toute l'Ukraine. C'est assez clair désormais. L'affaire ukrainienne, c'est une affaire d'abord européenne. C'est sur notre continent que ça se produit. Et donc ça a obligé les Européens, pas simplement par des sanctions, mais par aussi la diplomatie et le rapport de force, à prendre leurs responsabilités. Pendant 8 ans, les Occidentaux, la France, l'Allemagne et les États-Unis ont tenté de régler la guerre au Donbass, multipliant les rencontres, les formats de négociation et de vaines formules d'accord. Les puissances occidentales ont-elles tout mis en œuvre pour éviter l'invasion de l'Ukraine en février 2022 ? Que cela dit-il de leur attitude face à Vladimir Poutine pendant toutes ces années ? Les pays occidentaux ont longtemps fondé leur politique sur l'idée qu'on ne se fâche pas avec la Russie. Mieux vaut sacrifier l'Ukraine. La dissuasion repose sur l'armement, mais surtout sur la volonté politique. Vladimir Poutine nous a jaugés et a déclaré qu'on ne lui faisait pas peur. Je savais que Poutine était agressif et impitoyable, mais pas imprudent. Je me disais, il ne va pas faire ça. Il n'est pas fou à ce point, et pourtant il l'a fait. Avant l'invasion de toute l'Ukraine par la Russie, des milliers de civils ont survécu pendant 8 ans au cœur de cette guerre du Donbass, en pleine ligne de front, celle qui séparait l'Ukraine des territoires séparatistes. Des hommes et des femmes qui ont subi les atermoiements de la communauté internationale sur la crise du Donbass. En 2021, nous avions rencontré et filmé ces civils, comme Katia, quelques mois à peine avant que cette nouvelle guerre ne bouleverse encore un peu plus leur vie. Là-bas, derrière la petite butte, c'est l'école. Pour l'instant, elle est aux mains des séparatistes. Mais toute cette partie-là, c'est à nous. On peut s'y promener, enfin, un peu. Vous voyez, tout est gris. Il n'y a pas de couleur. Les gens sont gris, et le village aussi. Dans la cour, j'ai construit ce mur-là, derrière la remise. Il protégera les enfants quand ils joueront ici l'été. Ils nous mitraillaient depuis là-bas. Les vitres volaient en éclats.
Le mur est criblé d'impacts de balles. J'ai 3 enfants et j'en attends un 4e. Mon mari nous a abandonnés. Je dois donc m'occuper de tout, toute seule. Sur toute la ligne de front, la ligne de contact, la guerre a éventré les villages et n'a laissé que les plus démunis. Des milliers de civils accrochés à leurs terres et à la mémoire de cette vie d'avant. J'habite au Pitney, dans la région de Donetsk, avec ma compagne. On n'a jamais quitté cet endroit depuis que la guerre a commencé. Opitné était une petite cité ouvrière. On avait le gaz, l'eau, Internet. Les gens vivaient normalement. Et puis du jour au lendemain, tout le monde est parti. Le Donbass, c'est une région qui produit. On est des bons travailleurs. On avait de l'industrie lourde, d'énormes usines et des mines aussi. Regardez Mariupol, Donetsk. Tous ces complexes industriels auraient pu rapporter énormément et créer de l'emploi. Je ne dis pas qu'il faudrait revenir à l'ère communiste, mais on aurait pu remettre le Donbass sur pied. Alors qu'est-ce qu'on a fichu ? Cette guerre avant la guerre que Katia et Sacha ont traversée pendant 8 ans a pris racine loin de là, à Kiev, en 2013. L'histoire commence à Maïdan, la place de l'indépendance de Kiev, lors de ces manifestations contre la décision du président d'alors, Viktor Yanukovych, d'interrompre le rapprochement de son pays avec l'Union européenne. 22 ans après l'indépendance de l'Ukraine, née de la désintégration de l'URSS, le pays se trouve alors à la croisée des chemins entre son passé soviétique et des aspirations occidentales. Le contrat social implicite qui existait en Ukraine à l'époque de Yanukovych, c'était « c'est un salaud, on le déteste, il est trop corrompu, mais tant qu'il se dirige vers la signature de l'accord d'association, nous pouvons le supporter. » Donc quand il a refusé, quand il a dit « non, on ne signera pas », ça impliquait la rupture de ce contrat social. L'objectif de cet accord d'association était de promouvoir un dialogue politique entre l'Union européenne et l'Ukraine dans tous les domaines d'intérêt commun et de rapprocher l'économie ukrainienne du marché unique européen. À plusieurs reprises, nous nous sommes adressés à Bruxelles en demandant que la Russie puisse participer à ces consultations. Parce qu'à ce moment-là, l'Ukraine était l'un de nos partenaires économiques principaux. Yanukovych se dirigeait à toute allure vers la signature de l'accord d'association. Je le sais très bien, car je faisais partie de l'administration à ce moment-là, en tant que conseiller du vice-premier ministre de l'époque. Quelques semaines avant ce sommet où Yanukovych doit signer l'accord d'association, il est convoqué à Sotchi par Poutine, qui lui donne instruction de ne pas signer cet accord. Poutine a dit quelque chose à Yanukovych, quelque chose qui l'a fait complètement changer d'avis, quelque chose qui l'a effrayé au point qu'il a choisi d'abandonner sa propre politique. Yanukovych, à ce moment-là, change de position, non pas parce qu'il est convaincu que ce n'est pas l'accord d'association la solution, mais parce qu'il est sous la pression de Vladimir Poutine.
Franchement, je me suis dit, ok, c'est une erreur, ça va lui coûter cher. Mais je ne croyais pas que cela allait provoquer une révolution. Pour le pouvoir en place, et pour la Russie de Poutine cependant, ce mouvement populaire ne peut pas être spontané. Il y a eu un appui énorme des Américains. L'ambassade américaine à Kiev finançait ces pauvres manifestants du Maïdan. Poutine, parce qu'il a été formé par les services secrets soviétiques, pense que tout est manipulation américaine. Ce n'est pas le cas. Nous n'en savions rien. Nous ne l'avions pas prévu. Quand j'étais appelé dans la salle de crise de la Maison-Blanche, on s'est demandé comment on aborde ça. Ça pouvait devenir violent. Il y a eu une prise de conscience de la société qu'un autre contrat social venait d'être rompu. C'était le refus de voir se construire ici une autre Russie, où vous pouvez être battu dans la rue et où vous ne pouvez pas exprimer votre opinion. À Maïdan, la situation dégénère. Pour la seule journée du 20 février 2014, l'ONU dénombre 53 morts et au moins 80 blessés. Obama a appelé le président Poutine en lui demandant de convaincre Yanukovych de ne pas avoir recours aux forces armées à Kiev. Donc de ne pas déployer les militaires contre les manifestants du Maïdan. Ce qui a été fait. Les ministres des Affaires étrangères français, allemands et polonais se rendent sur place et négocient un accord entre Yanukovych et l'opposition. Tout ça a été signé. Et le lendemain matin, à Kiev, il y a eu un coup d'État et un gouvernement des vainqueurs s'est constitué. Non, ce n'était pas un coup d'État au sens où ce n'était pas l'armée qui a pris le pouvoir ou un clan dans l'État ukrainien qui se serait approprié l'essentiel des attributs de la responsabilité. Non, c'est une révolte, c'est une révolution qui ensuite va déboucher sur des élections. Et tout d'un coup, Yanukovych est parti. Le lendemain matin, lors d'une réunion d'équipe, j'ai informé le secrétaire d'État John Kerry et j'ai dit « Poutine va s'en prendre à l'Ukraine ». Je me souviens très bien de ce que j'ai dit. Il ne l'acceptera pas. Il va réagir. Fin février, des forces spéciales russes et des hommes du renseignement militaire entrent en Crimée et prennent le contrôle de toute cette région russophone. La Russie y possède une base navale et la considère comme hautement stratégique. Cette première réaction de Vladimir Poutine, cette invasion et ses méthodes sont un prélude à la guerre au Donbass. J'ai pris mes fonctions à Moscou le 24 mars 2014. C'était quasiment au même moment que l'annexion de la Crimée. Ma première rencontre officielle était avec le vice-ministre des Affaires étrangères, Meshkov. Comme toutes les discussions que nous avions à ce moment-là, cela a été très tendu. J'ai dit, c'est une annexion, c'est inacceptable. Nous devons essayer de revenir là-dessus par la voie diplomatique. Mais Meshkov m'a coupé la parole et m'a dit « Ce n'est pas une annexion. Nous avons simplement rapatrié la Crimée. Nous l'avons réintégrée dans la Russie. » Les habitants de la Crimée ne se sont pas laissés faire. Ils ont organisé un référendum et ont pris la décision de se rattacher à la Russie. Presque au même moment, dans la région du Donbass, également russophone, des manifestations anti-Maïdan éclatent, alimentées notamment par le projet de loi visant à retirer aux Russes le statut de langue officielle. Des hommes en armes prennent le contrôle de bâtiments administratifs.
Des référendums locaux donnent cette fois naissance à 2 républiques séparatistes, à Donetsk et Lugansk. Les autorités d'Ukraine en contestent la légitimité et dénoncent une manipulation de la Russie. Effectivement, nous avons eu et continuons à avoir une lecture bien différente de ce qui s'est passé là-bas. Ils n'ont pas voulu se séparer de quoi que ce soit. Ils n'ont pas reconnu le nouveau régime de Kiev parce qu'il est venu au pouvoir suite à un coup d'État. C'est ça la raison de tous les affrontements dans le Donbass. Dans cette partie du pays, les forces armées ukrainiennes ne se retirent pas. La guerre dans le Donbass vient de commencer. Oksana, la meilleure amie de Katia, tout comme le reste de la population civile de cette région, se retrouve alors prise en étau. Quand des avions de reconnaissance ont commencé à sillonner le ciel, alors j'ai su que ce serait la guerre. Même si je ne l'imaginais pas telle qu'elle est maintenant, ni aussi longue. Beaucoup de gens ont commencé à fuir, en partant chacun dans une direction. Certains en Russie, d'autres en Ukraine. Quand les affrontements ont démarré en 2014, des insurgés de la République populaire de Donetsk ont fait leur apparition dans le coin. Ils nous menaçaient et nous humiliaient en nous faisant mettre à genoux. On entendait des tirs. On a appris ce qu'était une grenade, un fusil automatique. Des paramilitaires se sont mis à patrouiller dans notre village. L'éruption de la guerre dans le Donbass et l'invasion de la Crimée par la Russie prennent de vitesse les diplomaties mondiales. L'administration américaine, concentrée sur la zone Asie-Pacifique, se divise sur la conduite à tenir. Ça a été un énorme choc pour l'administration ici à Washington, car nous avions jusque-là pensé que notre relation avec la Russie s'améliorerait et qu'elle était sous contrôle. Nous avons été très clairs à notre niveau sur le fait que nous devions fournir à l'Ukraine toute l'aide possible pour qu'elle tente de défendre ses frontières contre les Russes. Ceux d'entre nous qui étaient spécialistes de la Russie ont dû se battre pour expliquer que c'était sérieux et que cela ne s'arrêterait pas tant que nous ne serions pas fermes avec Vladimir Poutine. Les premières semaines à mes fonctions ont été consacrées à définir la nature de la réponse américaine. La grande question était de choisir entre des sanctions ou la fourniture d'armes létales. J'ai fait valoir que l'escalade militaire favorisait la Russie, car elle jouissait à l'époque d'une supériorité matérielle évidente. Si la guerre s'intensifiait, ce ne serait pas à l'avantage de l'Ukraine. En revanche, riposter économiquement à la Russie jouait en notre faveur. Charlie Kupchan, le directeur Europe de l'administration, c'est lui qui s'opposa alors à l'envoi d'armes en Ukraine. L'administration Obama le suit. Et donc, les sanctions sont le seul outil qui reste. Tout dépendait donc de moi. Je n'étais pas très heureux de cela, car je ne pensais pas que les sanctions devaient être utilisées ainsi. Mais j'ai fait de mon mieux et j'ai travaillé en étroite collaboration avec l'Europe. Je me souviens très bien d'Obama, disant que des armes auraient aggravé la situation. Alors que si on les avait eues dès le début, ça aurait pu complètement changer la donne. Dans la foulée des sanctions, la France et l'Allemagne tentent alors une médiation entre la Russie et le nouveau président d'Ukraine, Petro Porochenko. Elle va se nouer lors des commémorations des 70 ans du débarquement en Normandie.
cette mémoire commune. La question se posait de savoir si, pour les commémorations du débarquement, je devais inviter Vladimir Poutine ou pas. En plein accord avec Merkel, en informant Barack Obama, j'ai invité Vladimir Poutine. Elle parle russe, lui parle allemand. Donc ça facilite les contacts. Ils se connaissent aussi bien psychologiquement. Merkel, elle sait ce que c'est qu'un agent du KGB. Et un agent du KGB, comme Poutine, qui a travaillé en Allemagne, sait exactement à qui il a affaire. Mais j'ai invité aussi le président Porochenko. Petro Porochenko, qui a été élu seulement 11 jours auparavant, est un oligarque, un temps ministre, mais favorable au rapprochement avec l'Europe. Celui-là même que Vladimir Poutine ne voulait pas reconnaître comme le président de l'Ukraine. Donc ça nous permettait, à Mme Merkel et à moi-même, de les réunir et de les obliger à se parler. Quand je suis arrivé en Normandie, Poutine a essayé d'éviter la réunion. Et Angela lui a joué un tour. Elle a demandé une réunion bilatérale avec lui. Elle lui a dit « Attendez, s'il vous plaît, le président Porochenko et le président Hollande vont nous rejoindre. » Il a répondu « Non, 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 je n'ai pas le temps. Mais si, attendez, s'il vous plaît. » Et c'est ainsi que nous avons eu cette réunion historique. Une seule photo a été prise de cette réunion à 4, Mme Merkel, Porochenko, Poutine et moi-même. Ce qu'on a appelé le format de Normandie. Poutine a demandé un cessez-le-feu. Et j'ai dit d'accord, inconditionnellement et unilatéralement pour ce cessez-le-feu. Nous vous donnons ainsi, Monsieur Poutine, la possibilité de retirer vos troupes. Il a répondu, nous n'avons pas de troupes. Vladimir Poutine utilise le mensonge comme élément de négociation. Il faut savoir qu'il ment, lui dire qu'il ment. Le mensonge fait partie de la discussion. À l'été 2014, la guerre déborde du cadre ukrainien. Le crash du vol MH17 reliant Amsterdam à Kuala Lumpur, abattu par un missile tiré depuis les territoires séparatistes, secoue l'opinion européenne. La mort des 298 passagers pousse l'Allemagne et la France à peser davantage dans les négociations pour interrompre ces combats qui, partout dans le Donbass, s'intensifient. Sur le front ou en coulisses, la présence des hommes de Moscou est de plus en plus dénoncée par les Occidentaux. De notre côté, à ce moment-là, au Donbass, il y avait des volontaires russes, mais ce n'étaient pas nos troupes régulières. Ni le président François Hollande, ni Madame la chancelière Merkel n'avaient de preuves. Je me souviens d'une discussion avec le vice-ministre des Affaires étrangères, Alexei Meshkov. L'attaché militaire de l'ambassade d'Allemagne, un homme très compétent, s'était rendu à la frontière russo-ukrainienne. Il avait vu, entre autres, un convoi de chars et de véhicules blindés, sans emblèmes nationaux, passer d'Ukraine vers la Russie, d'où il était ensuite escorté par la police militaire russe. Et de tout cela, il avait pris des photos. J'en avais fait faire des tirages de ce format-là.
Et quand Meshkov a dit « Nous n'avons strictement rien à voir avec ça », j'ai répondu « Attendez, j'ai là quelques photos très intéressantes ». Et là, Meshkov a immédiatement changé de sujet. Nous savions aussi que des livraisons d'armes avaient été importantes et que les personnages qui représentaient les deux républiques séparatistes étaient très liés au Kremlin. Il y avait beaucoup d'hommes du GRU, du renseignement militaire et des opérateurs spéciaux. Poutine a donc utilisé ses forces spéciales, ses experts, pour créer un mouvement séparatiste, s'emparer d'un territoire et contrôler ces sortes d'États mafieux. Pendant les premières années de la guerre, Oksana vivait encore de l'autre côté, en DNR, le nom de la République populaire de Donetsk. Un jour, dans un bus, elle formule des critiques sur cette nouvelle administration. Elle est immédiatement arrêtée avec son fils. Je me suis réveillée dans une cave. Ils me battaient. On me donnait des coups de pied. Parfois, ils faisaient semblant de me fusiller, tout ça sous les yeux de mon fils. C'est pour ça qu'il bégait. Ils tiraient à côté et riaient à chaque fois. Ça les amusait. Pendant ce temps, j'implorais le ciel d'épargner mon enfant. Le Seigneur a dû m'entendre, car il a envoyé un 6e homme de la DNR qui a mis fin à tout ça et m'a raccompagné jusqu'à chez moi. Il m'a conseillé de quitter les lieux au plus vite, parce que je risquais ma vie. J'ai donc passé la frontière, avec mon enfant dans une main et mon passeport périmé dans l'autre. Début 2015, en quelques mois à peine, la guerre a déjà fait près de 5000 morts dans le Donbass. En février, les offensives séparatistes sont de plus en plus meurtrières pour l'armée ukrainienne. Une nouvelle négociation en format Normandie s'ouvre dans un contexte militaire défavorable pour Kiev. Vladimir Poutine voulait surtout gagner du temps. Faire que, s'il devait y avoir cessez-le-feu, il puisse être le plus lointain possible, de manière à ce que les forces séparatistes, appuyées donc par les Russes, puissent gagner le maximum de terrain. Pour nous, c'était exactement l'objectif inverse. Il fallait que le cessez-le-feu puisse être déclaré et respecté le plus vite possible. C'était un palais gigantesque, tout en marbre. Loukachenko était tout fier de recevoir une telle délégation. Il avait attribué à chaque pays plusieurs pièces. Il avait offert un bouquet de fleurs à Madame Merkel.
C'était très difficile. Ça a duré presque toute la nuit. 19 heures, sans la moindre petite pause. Pas de café, pas de sommeil, rien. 15 heures, rien que sur le cessez-le-feu. Avec Poutine qui s'y opposait complètement. Tout d'un coup, il disparaît avec sa délégation, tandis que la nôtre, presque endormie sur de petites chaises, se morfond dans la tente. En fait, il était juste allé se reposer dans une pièce, où il a pu dormir sur le canapé. Il est revenu en criant, mais vraiment, à Poroshenko, « Je vais détruire ton armée ». Et Poroshenko de lui répondre aussi sec, « Dégage de ma terre ». Donc la nuit s'achève, l'accord est globalement trouvé, mais le cessez-le-feu n'est pas clairement fixé. Avec Mme Merkel, au bout d'une heure ou deux, sans réponse de la partie russe, nous allons faire une dernière démarche auprès de Vladimir Poutine, qui est dans une chambre de ce palais, où il s'est rasé de plus près et il paraît en meilleure forme que nous-mêmes. Et nous lui disons qu'il n'est pas possible de rester plus longtemps, que nous allons partir et que nous allons aller devant le Conseil européen et réclamer de nouvelles sanctions. Et là, les choses se décantent assez vite. L'accord devient possible, l'accord de Minsk. Cet accord devait ramener la paix et trouver une solution politique pour les deux territoires séparatistes du Donbass. Mais il ne sera jamais appliqué et les négociations à venir, tout comme les espoirs des civils de la ligne de contact, vont s'enliser. C'est à l'époque des négociations de Minsk en hiver qu'on a atterri ici. On a bien cru que ce serait la fin, tellement ça tirait. Mon Dieu, on voyait passer de gros boulets rouges comme ça. Notre appartement n'est toujours pas réparé, alors on vit ici. Un miracle qu'on n'ait pas été touché. Voilà, c'est ici qu'on prépare à manger. On a juste eu le temps de prendre le nécessaire. On est revenu au 19e siècle. Voilà, c'est là qu'on dort. Juste de paillasse. Notre chambre, c'est ça. On est comme des chiffonniers, on n'a que des sacs. Toute notre vie est dedans. Le cessez-le-feu conclu à Minsk ne tient pas. L'accord, qui devait notamment définir le statut des deux républiques séparatistes et prévoyait d'y organiser des élections, reste lettre morte. On a essayé de nous monter la tête. Il faut organiser des élections dans les territoires occupés. Comment ça, des élections? Avec des fusils russes sur la tempe, sous le contrôle du FSB? Les Russes souhaitaient élire des représentants locaux avant même que l'Ukraine ou une force internationale ne puisse reprendre le contrôle de la frontière russo-ukrainienne. Accepter ces conditions russes aurait conduit au type d'élection qu'on a eu en Crimée en 2014, c'est-à-dire un référendum bidon qui, à 90%, aurait permis d'élire des représentants des services de sécurité russes, non seulement pour diriger le Donbass, mais également pour siéger au Parlement ukrainien
Et ces gens auraient bien évidemment eu un droit de regard sur des choix fondamentaux pour le devenir de l'Ukraine. Dès le début, j'ai clairement dit à mes amis français et allemands que ça ne marcherait pas. Jamais. Parce que les Ukrainiens ne changeraient pour rien au monde notre constitution. Pour reconnaître formellement, légalement, la présence d'un cheval de Troie au sein de l'Ukraine. Cela aurait fait tout bonnement éclater l'Ukraine. L'enlisement de Minsk, il y a plusieurs facteurs. Premièrement, la mauvaise volonté russe. Deuxièmement, les incertitudes ukrainiennes. Poroshenko, il était devant une majorité qui n'était pas unanime. Il y avait des courants très nationalistes qui le mettaient chaque fois en cause. Par ailleurs, il avait aussi des courants plus pro-russes qui le poussaient, sans parler des oligarques multiples. Donc, c'était pas si simple pour Poroshenko pour appliquer les accords de Minsk. Je ne vais pas, en tant qu'Américain, dire que les Français et les Allemands l'ont fait échouer, car je ne le pense pas. Le problème était que Poutine ne négociait pas de bonne foi. Poutine aurait pu obtenir quelque chose. D'autant que le processus de Minsk ne touchait pas à la Crimée. Avec les Européens, nous étions d'accord en 2014 pour convenir que s'il y avait un règlement dans le Donbass, mais pas en Crimée, nous lèverions les sanctions contre la Russie, sauf celles spécifiques à la Crimée. C'était un très bon accord pour la Russie. Et nous étions prêts à le faire, essentiellement pour amadouer les Russes. Je pense que Merkel a perdu patience. Elle a passé beaucoup de temps, a fait beaucoup d'efforts avec le président Poutine. Mais j'ai le sentiment qu'au fur et à mesure que 2014, 2015, 2016 avançaient, sa patience s'épuisait. Vraiment, en 2016, nous avons laissé faire. Nous avons supposé que les choses allaient se calmer et que Poutine trouverait un moyen diplomatique d'apaiser les choses dans le Donbass. Il fallait prendre des sanctions beaucoup plus sérieuses. Prendre par exemple la décision de décréter un embargo sur les hydrocarbures russes. Là, on mettait l'économie russe à genoux. Au lieu de cela, dès 2016, un certain nombre de pays européens, dont les Allemands, décident de construire Nord Stream 2. En parallèle des négociations en format Normandie, l'Allemagne s'engage dans le projet de construction d'un nouveau gazoduc, Nord Stream 2, qui doit relier la Russie à l'Allemagne pour doubler ses livraisons de gaz. La politique énergétique des Allemands n'a jamais eu beaucoup de sens, et ils en sont conscients. Ils se sont trompés sur la Russie. Mais, comme nous tous, non ? Depuis que la guerre a commencé, il n'y a plus de magasins ici. Ils ont été détruits. Pour faire les courses, il faut aller en ville à 4 km. Il existe une route qui passe par un point de contrôle, où les militaires peuvent vous bloquer. Il y en a une autre à travers champs, mais il y a des mines. Je vis avec ma mère. On a des bêtes, des vaches, des poules. Quand ça tire, on nous dit « Oui, mais vous êtes habitués ». Non, à ça, on ne peut pas s'habituer. On s'est juste habitué à faire ce qu'il faut pour se protéger. Tous ces tirs sans arrêt.
Tu cours comme tu peux. Et tu sais déjà qu'ils viennent de tirer. Et donc que ça va tomber. Surtout quand il y a des gens autour de toi qui souffrent, qui meurent. Et toi, t'es là, tu voudrais les aider. Et tu ne peux rien pour eux. C'est effrayant. Fin 2016, la guerre a déjà fait près de 10 000 victimes et le format Normandie est au point mort. Avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, la négociation autour de l'Ukraine va prendre une nouvelle forme. Les États-Unis nomment un envoyé spécial, Kurt Volker. Quand j'ai pris ce poste, j'ai commencé par aller rencontrer les Ukrainiens et à me rendre sur la ligne de front. Je voulais me faire une idée de ce qui s'y passait. Puis j'ai rencontré les Français et les Allemands pour savoir comment ils percevaient ce qui s'était passé jusqu'à présent. C'est-à-dire pas grand-chose. Ils reprochaient toujours quelque chose aux Ukrainiens. Par exemple, ils pressaient l'Ukraine d'adopter une législation sur le statut spécial pour le Donbass. D'accord, c'est légitime, ça fait partie des accords de Minsk. L'Ukraine devait le faire. Mais il fallait alors dire aussi que la Russie n'a jamais mis en œuvre le cessez-le-feu, jamais retiré ses propres forces du Donbass. Mais vous ne pouvez pas obtenir des Français et des Allemands qu'ils disent « la Russie ne met pas en œuvre les accords de Minsk ». J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de rencontrer Kurt Volker. C'est un homme qui comprenait parfaitement que Poutine ne comprenait qu'une chose, le coût qu'il devrait payer pour ses agressions, et en particulier son agression contre l'Ukraine. J'ai aussi dit que nous devions changer la politique conduite sous Obama et livrer des armes à l'Ukraine pour qu'ils renforcent leurs capacités militaires. Par exemple, des systèmes anti-chars, des équipements létaux, tout ce dont ils avaient besoin. Quand j'ai rencontré le président Trump, il m'a demandé « vont-ils nous rembourser ?» Et nous avons dû lui expliquer que ce n'est pas comme ça que fonctionne l'aide militaire américaine. On a dit « pensez-y comme à un kit de démarrage. Nous leur donnons des lanceurs, des javelines, et après ils pourront avoir envie d'en acheter plus. » Donc il a dit « OK ». La seule raison pour laquelle il a accepté d'envoyer des armes en Ukraine est qu'Obama ne l'avait pas fait et qu'il voulait s'en démarquer. Il se moquait de repousser l'agression de Poutine. Ça ne l'intéressait pas. De toute façon, il était plus ou moins du côté de Poutine. La Russie interférait dans les élections américaines en 2016. A-t-elle fait élire Trump? C'est pas ça l'important. Mais oui, la Russie y a contribué. Vous avez un président qui, d'une certaine manière, envie Poutine, qui s'acoquine avec lui et cherche une sorte d'amitié virile avec lui. Le problème est qu'au plus haut niveau, le président Trump a sapé tout le travail de dissuasion qui était fait au niveau du cabinet et en dessous par son administration. Parce que le président Trump disait « Je ne crois pas en l'OTAN. Je crois au mensonge de Vladimir Poutine. » À l'automne 2019, Kurt Volker démissionnera pour être entendu dans une procédure de destitution de Donald Trump. Une fois de plus, la politique intérieure des pays occidentaux s'immisce dans les négociations du Donbass. Sur place, l'enlisement déchire toujours un peu plus les familles, parfois séparées par quelques mètres à peine. Allô? Ça va chez vous? C'est calme ou ça tire? C'est calme des deux côtés? Et le Petiot, il est pas loin? Montre-le-moi. Vous me manquez beaucoup.
Oh, les jolis gants de boxe. Fais voir. Super. Qui te les a achetés? Ясненько. Et dire qu'on est juste séparés par un champ. C'est terrible quand on ne peut pas embrasser sa fille ni son petit-fils. Je voudrais juste sentir leur odeur. Bonjour tout le monde. Ça a commencé à 10h. Et ça a continué quand j'étais en ville, avec Marina. Moi, j'étais sortie fumer et ça a commencé à taper. Ça venait de la butte. Tu parles d'un cessez-le-feu. Honnêtement, leur côté, je m'en fous, mais à un point... Je m'en contrefiche, même si j'ai une sœur là-bas. Et une nièce, deux même, et des neveux. Ils peuvent tous crever. Ce sera pas une grosse perte pour moi. En 2014, ils m'ont dit qu'ils viendraient pour me buter, moi et mes bâtards. Mais en fait, les bâtards, c'est vous. Vous viviez en Ukraine, putain. Vous aviez un passeport quoi? Ukrainien. Vous étiez citoyen quoi? Ukrainien. Et maintenant, vous changez de passeport. La dynamique avec Macron, c'est qu'il est nouveau. Il veut s'imposer. Il est intelligent. Il pense qu'il peut parler à Poutine et construire une relation. Il est comme tous les présidents américains. C'est incroyable. Il pense, OK, mes prédécesseurs ont échoué, mais moi, je peux avoir une relation spéciale avec Poutine. Je peux faire la différence. Emmanuel Macron a invité Vladimir Poutine à Versailles très peu de temps après son entrée en fonction, alors qu'il y avait eu du piratage de la part des Russes qui ne souhaitaient pas son élection. Donc c'était un geste assez fort. Et ensuite, Vladimir Poutine l'a invité au Forum de Saint-Pétersbourg comme invité d'honneur. Ils se sont rencontrés à plusieurs reprises. Et ce qu'avait proposé Emmanuel Macron, c'est une nouvelle architecture de sécurité en Europe, incluant la Russie. Mais incluant la Russie, ça voulait dire prenant en compte à la fois les intérêts de sécurité de la Russie, mais les intérêts de sécurité de l'Union européenne. J'ai assisté à la rencontre de Brégançon, qui avait duré à peu près 7 heures et qui s'était bien passée. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont rencontrés en tête-à-tête, je ne sais plus si c'est pendant 2 ou 3 heures, et on a pensé, parce qu'il était très tard le soir, que le dîner allait être expédié, et pas du tout. Le dîner a eu lieu, il y a eu des vrais échanges, des vraies réflexions à ce moment-là. Il se trouve, c'est Brégançon, l'été, dehors, il faisait très beau et c'était une atmosphère plutôt agréable. Du côté russe, on a toujours beaucoup apprécié la volonté du président Macron de trouver une formule de sécurité européenne qui soit mutuellement acceptable.
C'était des conneries. Je le dis poliment, mais de manière extrêmement claire. Rien ne peut en sortir. Vous ne pouvez pas obtenir du gagnant-gagnant avec Poutine, parce que sa mentalité a été forgée par le KGB. Il ne peut tout simplement pas comprendre ce concept. Je sais bien qu'on nous a accusés de rubbish. Le discours que nous portons n'est pas un discours de complaisance ou de naïveté. Il est un discours qui consiste à dire nous devrons bien un jour ou l'autre trouver les moyens de dialoguer avec la Russie plutôt que de chaque fois retomber dans un conflit de plus ou moins forte intensité. La droite française a toujours eu une inclinaison assez grande à l'égard de Vladimir Poutine. Donc il y avait toujours une espèce de pression qui s'exerçait en disant il faut revenir à la table avec Vladimir Poutine. Finalement, c'est l'Occident, les États-Unis qui ont poussé Vladimir Poutine à ce raidissement. Il y a peut-être une perche à saisir, etc. Je n'y ai jamais cru. Pourquoi ? Parce que Vladimir Poutine est allé jusqu'au bout de son intervention en Syrie, sans jamais rien concéder à qui que ce soit, et en soutenant Bachar al-Assad jusqu'au bout. Et de ce point de vue, il a eu gain de cause. Dès l'instant où Zelensky a remporté une aussi nette victoire en Ukraine, avec ses 73%, il a cru que son charisme lui permettrait d'obtenir un accord avec Poutine. Zelensky avait dit qu'il voulait trouver un accord avec les Russes, donc il n'était pas dans un état d'esprit hostile, mais Poutine avait refusé de rencontrer Zelensky, qui avait essayé de le contacter après son élection. En décembre 2019, avec deux nouveaux présidents, français et ukrainiens, une réunion en format Normandie se tient à Paris. Ce sera la dernière. C'était un sommet important parce que, en dehors de la rencontre à quatre, Poutine et Zelensky se sont rencontrés pour la première fois en tête-à-tête. Mais le problème qui s'est posé, c'est qu'il y a un accord qui avait été préparé par les conseillers des deux présidents russes et ukrainiens qui était validé. Et Zelensky est revenu dessus en séance, donc il a fallu renégocier. Au lieu d'exiger des concessions de Poutine et de le coincer, toute leur stratégie était basée au contraire sur l'idée qu'il fallait convaincre l'Ukraine de faire une concession à Poutine pour pouvoir ensuite exiger une concession de sa part. Et cette stratégie, imparfaite, a complètement échoué. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pendant 6 heures, dans une pièce de l'Élysée, nos dirigeants ont dû renégocier personnellement presque chaque aspect. Faire de nos dirigeants des secrétaires, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons accepter. Merci à vous. La réaction de Poutine a été un peu avec un temps de retard, c'est-à-dire qu'il a été furieux d'avoir été mis dans cette situation-là. Le sommet de Paris a permis un échange de prisonniers, un cessez-le-feu qui a duré quelques mois, mais n'a en rien entravé la mainmise croissante de la Russie sur la partie occupée du Donbass. Nous, on n'a que la télé russe ici. Sinon, il faut une antenne spéciale. Mais de toute façon, ceux qui parlent sont loin de la guerre. Nous, on est du siècle passé. On a grandi au temps de l'URSS. Lénine, il ne me dérange pas. Qu'ils en mettent 10, si ça leur chante. Qu'est-ce que ça peut me faire? Du moment qu'il me donne l'eau potable, il est très bien là. La mémoire, on ne peut pas la tuer de toute façon. Si?
Je me souviens, en 2014, ils ont mis une nouvelle télévision. Donc la télé ukrainienne a été coupée. Et ils en ont mis une nouvelle complètement pro-Donetsk, avec des infos beaucoup plus orientées. Ils disent qu'il faut passer du côté russe, que l'Ukraine veut reprendre Donetsk par la force, etc. Quelques mois après le dernier sommet en format Normandie, la pandémie de Covid met le monde à l'arrêt et fige un peu plus les positions. De rares points de passage permettent encore aux civils de rejoindre les territoires séparatistes depuis l'Ukraine. En plus de sa propagande, Moscou y distribue plus de 500 000 passeports russes et le rouble remplace la monnaie ukrainienne. Rien ne semble plus susceptible de faire évoluer le statu quo. Seules, sous l'égide de l'OSCE, des discussions se poursuivent encore, auxquelles Sylvie Berman participe. À plusieurs reprises, Zelensky avait dit finalement on va construire un mur là où est la ligne de contact et s'en désintéresser. C'était difficile économiquement aussi parce que le Donbass, ça coûte très cher. Ces infrastructures qui sont en complète déliquescence. Et puis, vous aviez des populations quand même très pro-russes. Donc, c'est difficile de réintégrer une région dans laquelle vous avez des ennemis ou perçus comme tels. J'ai eu des réunions à Kiev où finalement certains disaient que c'est une situation, ce conflit gelé ou ce statu quo qui arrangeait tout le monde. Les Ukrainiens parce qu'ils ne souhaitaient pas récupérer véritablement le Donbass. Les dirigeants du Donbass parce qu'en fait, donc ils avaient un pouvoir qu'ils n'auraient pas s'ils étaient réintégrés à la Russie. Et finalement la Russie parce que ça faisait peser une menace permanente sur l'Ukraine et que ça l'empêchait de rentrer dans l'OTAN, puisqu'on ne peut pas intégrer un pays divisé dans l'OTAN. Mais il y a beaucoup de non-dits dans cette crise du Donbass, et bien entendu, jamais ça ne sera reconnu. Au printemps 2021, Vladimir Poutine masse près de 100 000 soldats à la frontière ukrainienne. La possibilité d'une escalade militaire rappelle au monde que rien n'est réglé dans le Donbass. Au fil des mois et des manœuvres militaires, les tensions s'accumulent. Malgré tout, sur la ligne de contact, côté ukrainien, personne n'imagine ce qu'il se prépare réellement. Quoi qu'il advienne, on ne se prépare à rien. Je considère qu'on est déjà passé par l'enfer ici. Je ne crois pas qu'on partira. Ceux qui restent ici n'ont plus nulle part où aller maintenant. Que ce soit l'Ukraine ou la Russie, même si c'est des extraterrestres qui débarquent, pourquoi je partirais de chez moi? Ukraine ou Russie, c'est aux politiciens de se débrouiller. Nous, on voudrait que ça finisse une bonne fois pour toutes. On en a assez de voir les choses traîner comme ça. 8 ans déjà et rien ne bouge. Ni en avant, ni en arrière. В этой связи мы ясно и четко дали понять, что
дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну чего здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет. Это же Соединенные Штаты своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули. En 1999, nous avons commencé à élargir l'OTAN et la Russie n'a rien dit. En 2002, l'OTAN a invité 7 autres pays, dont les 3 pays baltes, et Poutine travaillait toujours avec nous. Alors, peut-on dire que parce que nous avons élargi l'OTAN en 1999, il est compréhensible que Poutine envahisse pour cette raison l'Ukraine 23 ans plus tard? Ça n'a aucun sens. J'étais dans le camp qui soutenait que cet élargissement de l'OTAN était une erreur stratégique. Car l'histoire nous apprend que les grandes puissances n'aiment pas que d'autres grandes puissances s'installent dans leur voisinage. Le problème est que nous ne pouvons pas refaire l'histoire. La Russie a toujours déclaré qu'elle s'opposait au projet d'installer en Ukraine une anti-Russie. Donc nous nous opposions à son adhésion à l'OTAN. Mais toutes nos propositions ont été ignorées ou rejetées. Ce que les Russes demandaient, c'était la Lune. Ils ont dit « Nous voulons ramener l'accord post-guerre froide à 1997 et nous voulons que les troupes de l'OTAN quittent les pays d'Europe de l'Est qui ont rejoint l'Alliance. » Allons donc. Cela n'arrivera jamais. Poutine s'était décidé pour une guerre. Et il est simplement passé par les étapes de la négociation pour dire « Hé, j'ai essayé. Ils ne m'ont pas donné ce que je voulais. J'ai dû recourir à une invasion. » Мною принято решение о проведении специальной военной операции. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей, должны знать, что ответ России будет незамедлительным. Le 24 février rend nulle et non avenue toute politique occidentale à l'égard de la Russie. C'est un retour à la réalité. Je suis désolé de le dire, mais ils avaient tous tort. Les États-Unis, l'Allemagne, la France et tous ceux qui ont cru qu'il suffisait d'être gentil avec Poutine pour le contenir. Tout cela est faux. Tous les dirigeants qui ont mené cette politique ont tous été trahis par Poutine. On entend les tirs. Par là, c'est des fusils automatiques. Et là, ils tirent au mortier. On entend les obus exploser du côté de Donetsk. Je suis à la cave, parce que dans la rue, ça tombe. Les fenêtres ont volé en éclats. C'est pas très agréable.
Ça tire depuis le 24, et même un peu avant, et ça ne s'arrange pas. J'étais allongée. Je regardais mon téléphone et il y a eu un obus. Juste un coup, et les fenêtres ont explosé. L'Occident n'a pas le choix. Nous devons armer l'Ukraine autant que possible pour qu'elle puisse gagner, car nous ne pouvons pas laisser la Russie mener ce genre de guerre. Je veux dire, sa prochaine cible, ce sera l'OTAN. Et vous savez, l'Europe occidentale n'est pas à l'abri. Et ce n'est pas juste Vladimir Poutine. La Chine observe tout cela. Le constat, c'est qu'il n'y a plus de régulation du monde. Les formes traditionnelles de dialogue, de concertation se sont évanouies. C'est le retour du vieux combat entre les démocraties et les régimes autoritaires. Et au milieu, des pays qui jouent leurs cartes, sans lien idéologique avec les régimes autoritaires, mais sans affect et sans reconnaissance à l'égard des démocraties. Combien de pays respectent aujourd'hui le régime de sanctions contre la Russie? Environ 40. Ça signifie que la majorité des pays du monde ne prend pas position, y compris les grandes démocraties que sont l'Inde, Israël, le Brésil, l'Afrique du Sud. Nos idéaux devront, à l'avenir, être tempérés par des réalités stratégiques. Et cette réalité stratégique est probablement la guerre froide 2.0. Comme des millions d'Ukrainiens, beaucoup d'habitants du Donbass prennent le chemin de l'exil, le plus à l'ouest possible. Dans leur fuite éperdue, Oksana et Katia se sont arrêtés dans la région de Kiev. On est parti avec les enfants parce que les caves, après l'hiver, sont trop humides et froides. Et le bébé n'avait que 2 semaines. J'étais très inquiète pour mes enfants, alors je les ai emmenés loin de la guerre. Mais quand il aura 1 an, on pourra à nouveau se cacher dans la cave sans problème et retourner là-bas. Avec mon fils, on va rester ici, à Fastive. Mes filles aînées me demandent de rentrer dans la patrie historique. À cause de nos idées politiques, on ne se reverra jamais. L'aînée est une farouche pro-DNR. Quant à sa cadette, elle va retourner sa veste dans pas longtemps. Elle raconte déjà que les Russes ne sont pas les envahisseurs, mais des libérateurs. Mes filles, j'aimerais juste qu'elles soient heureuses. Juste qu'elles élèvent leurs enfants. Qu'elles puissent les aimer et être aimées. Et qu'elles sachent qu'elles ne sont pas russes, mais ukrainiennes. Je veux juste qu'elles restent en vie. C'est le plus important. Qu'elles essaient d'être heureuses, même à une époque pareille.
Je pense que c'est l'une des plus grandes erreurs politiques des Européens. Vous nous dites depuis 2014 qu'il suffit de gagner le cœur des gens pour regagner ces terres. Mais vous avez tort sur ce point aussi. Il faut reconquérir la terre, d'abord, et alors vous gagnerez les cœurs. Les gens qui vivent sous la propagande systémique d'un régime oppressif, vous ne pouvez pas gagner leur cœur. Vous ne pouvez que les libérer et ensuite les traiter avec beaucoup de précaution et de douceur, mais de manière cohérente pour changer leur mentalité. Nous n'avons pas pour but d'occuper l'Ukraine pendant des décennies. Nos objectifs restent ceux que nous avons annoncés. La démilitarisation de l'Ukraine, sa dénazification, sa non-adhésion à l'OTAN. Et enfin, la reconnaissance de l'indépendance des deux républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Nous devons les récupérer. Nous sommes en guerre. La Russie nous a attaqués. Minsk est mort. Ni eux, ni nous n'avons plus d'engagement, ce qui signifie que nous devons nous battre. Que le plus fort l'emporte. C'est un beau matin. Aujourd'hui, je pars. Привет, привет.